Le seul héritage laissé par ma mère était un vieux manteau de fourrure miteux et l'appartement spacieux qui restait à ma sœur. D'un geste dédaigneux, j'ai jeté le manteau par terre et c'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. De la poche déchirée est tombée une lettre qui allait révéler un secret capable de bouleverser tout ce que je pensais savoir. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi une question, d'où venez-vous et quel âge avez-vous? Après tout, l'histoire que je m'apprête à raconter mérite d'être écoutée attentivement, car la mort, même annoncée, arrive toujours au mauvais moment. J'étais là, devant le cercueil fermé, enveloppé de fleurs, incapable d'accepter que cette femme extraordinaire ma mère, Olga Ivanovna ne soit plus à mes côtés. Elle n'était pas seulement ma mère, elle était ma confidente, mon roc, mon refuge au milieu des tempêtes. Et maintenant, cette fondation s'était effondrée, laissant derrière elle un vide si profond qu'il semblait aspirer toutes mes forces. À côté de moi, Marina, ma sœur aînée, arborait une expression de deuil impeccable, mais ses yeux trahissaient un mensonge que je ne pouvais ignorer. Toujours envieux, toujours calculateur, même dans l'enfance. Mais l'heure n'était pas au soupçon. Il était temps de tenir bon. Les funérailles se passèrent comme un rêve confus. Les salutations forcées, les paroles vides de réconfort, le déjeuner funéraire, tout semblait irréel, comme si cela ne m'arrivait pas. J'ai automatiquement répondu aux câlins et aux condoléances, en m'efforçant de ne pas m'effondrer. Je savais que ma mère n'aimerait pas me voir ainsi, fragile et brisée. Mais comment faire semblant d'être fort quand le monde s'effondre? Le lendemain, l'avocat nous a tous réunis dans l'appartement d'Olga Ivanovna pour lire le testament. Je me suis assise à côté de Sergueï, mon mari, sentant le poids réconfortant de sa main sur la mienne. Il a essayé de me soutenir, et cela a calmé un instant la tempête en moi. Le silence dans la pièce était perçant, chaque mot de l'avocat résonnant comme un verdict. L'appartement en centre-ville, comme prévu, est allé à Marina. Il ne me restait plus que le vieux manteau de fourrure de ma mère. Une vague d'amertume envahit ma poitrine. Non pas que je m'attendais à hériter de l'appartement, mais, ma mère pensait-elle vraiment que je méritais si peu? Les larmes me brûlaient les yeux et j'ai dû faire un effort surhumain pour ne pas les laisser couler. Marina, en revanche, cachait à peine sa satisfaction. Un sourire éphémère, presque imperceptible, apparut sur son visage, mais je le vis. Et cette image s'est gravée dans ma mémoire comme un couteau. Eh bien, c'est tout alors, pensai-je, ravalant ma fierté. Se battre là-bas, devant tout le monde, serait la pire chose à faire. Sergueï me serra la main plus fort. Ne t'inquiète pas, mon amour, me murmura-t-il à l'oreille, avec un ton étrangement soulagé. L'important c'est que nous soyons ensemble. Cet appartement, reste avec elle. Nous n'avons pas besoin de ça. Cette joie déguisée dans sa voix me dérangeait. C'était comme s'il savait déjà que les choses finiraient ainsi. J'ai repoussé cette pensée. Cela devait être juste mon imagination, épuisée par le chagrin. Après avoir lu, Marina est venue et m'a serré dans ses bras avec une fausse tristesse dans les yeux. Ne sois pas comme ça, Anya, dit-il d'une voix mielleuse. Tu sais à quel point j'ai adoré cet appartement. Mais tu peux venir me rendre visite à tout moment. J'ai hoché la tête, impuissant, incapable de prononcer un seul mot. Entre nous, une barrière invisible s'élevait, faite de mensonges et d'intérêts cachés. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai sorti mon manteau du placard. Il sentait toujours comme elle, comme le parfum qu'elle portait, les médicaments qu'elle prenait, quelque chose d'indescriptible qui me faisait sentir sa présence. Je l'ai serré contre ma poitrine et j'ai laissé couler les larmes. C'était tout ce qu'il me restait. Sergueï est entré dans la pièce et m'a trouvé comme ça, en train de pleurer. Mais qu'est-ce que c'est, idiot, dit-il en m'enveloppant dans ses bras. Ça ne sert à rien de s'énerver à cause d'un vieux manteau. Oublie ça. Ce qui compte c'est que nous soyons ensemble. Il m'a pris le manteau des mains et l'a rangé dans le placard en marmonnant quelque chose que je ne comprenais pas, il n'y a rien à partager, tout est déjà réglé. Je l'ai regardé, confus. Que signifiaient ces mots? Pourquoi semblait-il si soulagé que je vienne d'hériter d'un objet sans valeur? J'ai essayé de chasser les doutes, mais ils ont insisté pour revenir, comme des ombres qui refusaient de disparaître. Je vais garder ce manteau, dis-je en le regardant dans les yeux. C'est mon souvenir d'elle.
Je le porterai chaque hiver. Sergueï haussa les épaules avec indifférence. Comme tu veux, répondit-il, sans aucun intérêt. En silence, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Très faux. Il y avait trop de coïncidences, trop de mensonges voilés dans les regards et les paroles de ceux qui étaient censés me protéger. Les mois passèrent et notre routine suivit son cours, même si le climat à la maison avait changé. J'ai essayé de ne pas montrer ma blessure, me noyant dans les tâches ménagères et le travail, essayant de combler le vide laissé par l'absence de ma mère. Le manteau, mon seul héritage, est resté dans le placard, symbole de l'amour maternel, mais aussi d'une injustice qui fait mal. Sergueï, en revanche, semblait plus excité que jamais. Il arrivait en retard du travail, toujours avec des excuses sur des projets urgents, et évitait toute conversation sur le testament. J'avais l'impression qu'il cachait quelque chose, mais j'attribuais cela au stress de la perte de sa belle-mère et à sa routine bien remplie. Jusqu'à ce qu'un soir, en rentrant chez moi, je le trouve dans un état que je n'avais jamais vu auparavant. Il fouillait dans le placard avec une irritation visible, jetant des objets d'un côté à l'autre. « Ce qui s'est passé ? » ai-je demandé, surpris par son agitation. « Ce foutu manteau » a-t-il explosé, jetant un vêtement sur le sol. « Ça prend juste de la place, rempli tout de poussière. » Son ton m'a laissé froid. Je ne l'avais jamais vu aussi furieux contre un objet. D'habitude si contrôlé, il ressemblait désormais à un animal traqué. « Ne parle pas de ma mère comme ça, » répondis-je en ramassant mon manteau par terre. « Il m'est précieux. C'est un souvenir. »« Tu te souviens de quoi ?» cracha-t-il avec dédain. « Un vieux chiffon qui ne ramasse que les acariens ? Ta mère aurait pu laisser quelque chose d'utile, pas ça. » Son regard se détourna, comme s'il en avait dit plus que ce qu'il avait prévu. Je fronçai les sourcils, méfiant. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il se tut, mais son expression était celle de quelqu'un pris au piège. Une vague d'anxiété monta dans ma poitrine. Quelque chose n'allait pas. J'ai laissé mon manteau sur le lit et j'ai commencé à préparer le dîner, tandis qu'il restait silencieux à table, mangeant sans appétit. Le poids de ces minutes était insupportable. « Sergueï, que se passe-t-il » ai-je demandé en essayant de rester calme. « Pourquoi agis-tu comme ça ? Qu'est-ce que ce manteau a à voir avec tout ça ?»« Rien, » marmonna-t-il sans me regarder. « Je suis juste fatigué. »« Non, ce n'est pas que ça, » ai-je insisté. « Tu n'as jamais été comme ça. Et pourquoi ce manteau t'irrite-t-il autant ?» Il soupira profondément, levant enfin les yeux. Il y avait quelque chose dans son regard, une sorte de résignation. « D'accord, dit-il, comme s'il se rendait. Tu allais le découvrir de toute façon. » Et puis il a commencé à parler de dettes, de problèmes financiers qui s'accumulaient, de la façon dont il espérait qu'après la mort de ma mère, nous hériterions de quelque chose qui nous aiderait à rembourser nos créanciers. « Je pensais que Marina le partagerait avec nous, » a-t-il avoué avec amertume. « Mais tu la connais, elle est trop mesquine. » J'ai tout écouté en silence, sentant mon cœur se serrer. Pensait-il vraiment que je croirais à cette histoire pathétique ? Donc ? Ai-je demandé quand il a fini. Tu as décidé d'exprimer ta colère sur le manteau de ma mère ? Ce n'est pas ça. Protesta-t-il, mais sa voix semblait fausse. Il a menti. Je l'ai ressenti dans chaque fibre de mon corps. Cette nuit-là, pendant que Sergueï dormait, je restais éveillé, tourmenté par les doutes. Je me tournais et me retournais dans le lit, essayant de trouver une explication à tout cela, jusqu'à ce que finalement je me lève et me dirige vers le placard. J'ai pris le manteau et je l'ai examiné attentivement. Il était vieux, mais bien entretenu, avec des coutures fermes et une doublure que, j'attendais. Il y avait quelque chose là. Quelque chose qui ne devrait pas l'être. La doublure n'était pas faite d'une fourrure synthétique bon marché, c'était du vison véritable, doux et dense, du genre dont le simple toucher révélait sa qualité. Ma mère l'a gardé comme un trésor. Je ne le portais que lors d'occasions spéciales, comme si chaque utilisation était une cérémonie. Je me souviens, enfant, avoir frotté mon visage contre ses peaux, ressentant un sentiment de sécurité que seul son parfum pouvait me procurer. C'est alors que mes doigts ont découvert quelque chose d'étrange, une déchirure dans la poche intérieure.
Je ne m'en souvenais pas. Sergueï l'avait certainement endommagé en jetant son manteau par terre avec mépris. Mes doigts tremblaient alors que j'explorais l'ouverture. Au fond, caché entre les coutures, se trouvait quelque chose de dur. Je la sors avec précaution, une enveloppe jaunie par le temps, avec mon nom écrit en lettres tremblantes, presque enfantines. Aneshka. Le cœur s'emballa. J'ai reconnu instantanément l'écriture de ma mère, comme si ces lettres avaient été gravées dans ma mémoire par le feu. Avec des mains qui obéissaient à peine, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille de papier, si fragile qu'elle semblait se désintégrer au toucher. Je l'ai dépliée et j'ai commencé à lire. Les mots, écrits à traits irréguliers, tombèrent sur moi comme des fouets. Ma chère Aneshka. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Chaque syllabe était un coup dur. Ma mère a continué en révélant une vérité qui m'a coupé le souffle. L'appartement qu'elle avait gardé toute sa vie, le même dont Marina avait hérité avec un faux sourire, était à juste titre le mien. Tu as toujours été une fille gentille, celle qui méritait un foyer, a-t-elle écrit. Je sais que Marina peut en vouloir, mais j'espère que vous trouverez un moyen de gérer cela. Et puis, la clé qui démontrait tout, il y a une copie du véritable testament chez mon amie Natalia. Si quelque chose ne va pas, elle t'aidera. Les paroles dansaient sous mes yeux. Le testament lu à l'état civil était un faux. Un mensonge tissé avec une précision chirurgicale. Marina et Sergueï, mon propre mari, m'avaient trahi. Le souvenir de l'expression de Sergueï ce jour-là, de ce sourire réprimé lorsque le notaire déclarait que je n'hériterais que d'un manteau usagé, prenait désormais tout son sens. Tu n'as pas besoin de partager quoi que ce soit, avait-il dit, comme si c'était un réconfort. Mais c'était un aveu. Il le savait. Je savais que je n'obtiendrais pas un pouce de ce sol que ma mère avait rêvé de m'offrir. Une vague de fureur et d'humiliation monta dans ma gorge, amère comme la bile. Ils m'ont volé bien plus que des biens, ils ont volé le dernier geste d'amour de ma mère, ils ont transformé sa mémoire en une plaisanterie cruelle. Mais à côté de la douleur, quelque chose d'autre est apparu, une détermination glaciale et acérée. Je ne serai plus la personne naïve qui accepte les miettes. Je me battrai. Cela prouverait une fraude. Et je reprendrai ce qui m'appartenait de droit. J'ai serré mon manteau contre ma poitrine, comme si je pouvais en extraire la force de ma mère. Je ne te décevrai pas, murmurai-je entre mes dents. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe et je l'ai cachée dans un endroit où personne ne pourrait la trouver. Ensuite, j'ai sorti du placard une vieille photo d'elle, ce doux sourire, ses yeux qui m'ont toujours vu comme personne d'autre. Ils paieront, promis-je. Pour ce qu'ils t'ont fait. Pour ce qu'ils m'ont fait. Cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu. Mon esprit était un tourbillon de projets, chaque possibilité étant plus audacieuse que la précédente. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti un but brûler en moi, froid et implacable. La trahison de Sergueï et Marina de la part de l'homme qui avait juré de m'aimer, de la sœur qui était censée être mon rocher, était si monstrueuse qu'elle ressemblait à un cauchemar. Mais le papier jauni dans mes mains était trop réel pour que je puisse l'ignorer. C'était là la vérité qu'ils avaient enterrée avec ma mère. Maintenant, armé de cette vérité, j'agirais. Et la première étape serait de faire face à Natalia, l'amie de ma mère, dont le nom flottait dans la lettre comme un phare. Je l'ai appelée le lendemain matin, me présentant comme un parent éloigné ayant une affaire urgente. Natalia, surprise mais serviable, a accepté de me recevoir le lendemain dans son petit bureau du centre-ville. Les heures qui ont précédé la réunion ont été une véritable torture. J'ai répété chaque mot, chaque argument, me préparant au pire, que Natalia nie tout, qu'elle dise qu'elle ne sait rien. Mais battre en retraite n'était pas une option. L'enjeu était trop important. Lorsque je suis enfin rentrée dans sa chambre, un espace confortable, avec des meubles anciens et une odeur de papier vieilli, Natalia m'a accueillie avec un sourire chaleureux. C'était une femme aux traits doux et aux yeux débordants de sagesse tranquille, le genre de personne en qui on a confiance sans hésitation. Anna Verna, saluait, désignant un fauteuil en cuir usé. Comment puis-je t'aider? J'ai pris une profonde inspiration, forçant mes mains à arrêter de trembler. Natalia, je dois parler du testament de ma mère, Olga Ivanovna. Elle est décédée il y a quelques mois, des doutes sont apparus. Je lui ai parlé du faux testament,
de la lettre cachée dans le manteau, de l'appartement qui, selon ma mère, devrait être le mien. Natalia écoutait en silence, les yeux plissés à mesure que l'histoire se déroulait. C'est très étrange, marmonna-t-il en se levant et en se dirigeant vers un placard rempli de dossiers. Olga a été mon amie pendant des décennies. Elle m'a dit clairement qu'elle voulait que l'appartement soit le tien, Anna. Une étincelle d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Pouvez-vous confirmer cela? Bien sûr. Elle feuilleta soigneusement les documents, jusqu'à ce que ses doigts se posent sur un dossier bleu délavé. C'est ici. Il m'a remis une copie du testament original. Mes mains tremblaient alors que je tenais le papier. Là, dans des lettres sans équivoque, se trouvait le testament de ma mère, tous les biens étaient laissés à Anna Gubakova, ma fille bien-aimée. Mais alors, comment? Ma voix s'est brisée. Comment un faux testament a-t-il été présenté à l'état civil? Natalia soupira en croisant les bras. J'ai peur que quelqu'un l'ait falsifié. Et apparemment, il a convaincu le notaire que c'était légitime. Une image m'est venue à l'esprit, Marina, avec son sourire de couteau, remettant de faux documents. Sergueï, murmurant des instructions à l'oreille d'un fonctionnaire corrompu. Tout allait bien. Natalia, ai-je demandé d'une voix basse et aiguë comme de la glace, te souviens-tu qui s'est occupé des papiers après la mort de ma mère? Elle hésita, les yeux perdus dans un souvenir. Une fille est venue, elle a dit qu'elle était ta sœur, Marina. Il a apporté tous les documents, y compris une prétendue autorisation de sa part, signée et notariée, c'est dans l'appartement. Mon sang s'est glacé. Je n'ai jamais rien signé. Je m'en doutais, reconnut Natalia. La signature ne semblait pas authentique. Mais Marina a insisté sur le fait que tu avais changé d'avis, que tu voulais que ta sœur ait tout. Elle fit une pause, puis ajouta, presque à voix basse, et j'ai entendu des rumeurs, selon lesquelles Marina et son mari étaient impliqués. Peut-être qu'il a aidé avec ça. La pièce tourna. La nausée est montée dans ma gorge. Sergueï et Marina. La trahison n'était pas seulement financière, elle était intime, viscéralement sale. Il m'avait détruit intérieurement et extérieurement, riant pendant que je pleurais à cause de la perte de ma mère. Ils paieront, répétai-je, cette fois à voix haute. Natalia hocha la tête, comme si elle lisait mes pensées. Tu en as la preuve maintenant, Anna. Le vrai testament, la lettre de ta mère. Cela suffit pour tout inverser. Ses yeux rencontrèrent les miens, stables. Mais il faut agir vite. Et avec précaution. Le monde s'effondrait autour de lui. La trahison de son mari, de sa sœur, c'était trop cruel, insupportable. Une douleur qui coupait comme des lames. Merci, Natalia, murmura Anna Elisderjeva, une larme coulant sur son visage. Tu m'as sauvée. Il quitta l'état civil comme s'il flottait dans un épais brouillard, son esprit répétant une seule phrase, répétée comme un mantra, ils m'ont trahi. Ils m'ont détruit. Mais ils ne les laisseraient pas impunis. À la maison, avec des mains tremblantes mais déterminées, il fouilla dans le placard où Sergueï conservait les documents de la succession. Un à un, il analysait les contrats, les signatures, les cachets, les dates. Chaque détail était une pièce du puzzle de sa perte et maintenant, de sa vengeance. La lettre de Natalia concernant le cas de Marina et Sergueï s'accordait parfaitement, sa sœur avait proposé de l'argent en échange de complicité, et lui, poussé par la cupidité, avait accepté sans hésitation. Cette nuit-là, les preuves rassemblaient le véritable testament, les relevés bancaires suspects, la lettre de sa mère Anna se rend chez un avocat à la réputation intouchable. Assise face à l'homme au regard pénétrant, elle n'a omis aucun détail. Il n'y avait plus de place pour les peurs ou les doutes. L'avocat écoutait en silence, feuilletant les documents avec une précision chirurgicale. Vous avez un dossier solide, déclara-t-il finalement, les yeux brillants de l'impatience de la victoire. Nous pouvons annuler le testament frauduleux et poursuivre aussi bien pour détournement de fonds que pour faux. Ils n'ont aucune issue. Anna serra les poings sur la table. Je veux que tu paies pour chaque larme. Je veux la justice. L'avocat hocha fermement la tête, alors nous nous battrons jusqu'au bout. Pour la première fois depuis des mois, une lueur d'espoir lui réchauffa la poitrine.
La justice n'était plus un rêve lointain, c'était une épée qu'elle brandissait. Et Shuba, la peau de sa mère, enroulée autour de ses bras comme un bouclier, murmura « Tu n'es pas seule ». Elle a quitté ce bureau transformé. Elle n'était plus la femme fragile qui pleurait en silence, c'était une guerrière, forgée dans le feu de la trahison. La bataille serait longue et brutale, mais elle était prête. Les semaines d'attente des médecins légistes étaient un purgatoire. Chaque jour s'éternisait comme une éternité, chaque nuit était un combat contre le spectre de l'échec. Et si l'épreuve ne suffisait pas? La peur la rongeait, mais elle s'accrochait au souvenir de sa mère, au serment qu'elle s'était fait, « Je n'abandonnerai pas ». Pendant ce temps, Sergueï était devenu l'ombre de lui-même. Il évitait son regard, cachait ses mains comme si elles portaient déjà les marques de la culpabilité. Marina, au contraire, gardait son masque de défi. Il a appelé Anna avec des menaces voilées, lui offrant une « compensation » en échange du silence. « L'argent n'efface pas ce que tu as fait », répondit Anna, sa voix aussi froide que l'acier. La vérité n'a pas de prix. Enfin, le jour du verdict arriva. La salle d'audience était chargée de tensions électriques. Anna entra, debout, les yeux fixés droit devant elle, tandis que Sergueï et Marina occupaient des bancs séparés, leur visage étant un mélange grotesque d'arrogance et de panique. Son avocat avait présenté les preuves de façon magistrale, l'expertise graphotechnique a prouvé que sa signature était contrefaite, Natalia, avec sa crédibilité inattaquable, a attesté l'existence du testament original. Les prévenus, a conclu l'avocat, ont orchestré une lâche escroquerie, profanant la mémoire d'une femme qui leur faisait confiance. La défense de Marina et Sergueï a été pathétique, tentative désespérée de remettre en question l'expertise, demande de nouvelles analyses, arguments qui se sont effondrés sous le poids des preuves. Lorsque le juge a commencé à lire la sentence, le silence était si épais qu'on pouvait entendre le sang battre dans les veines. Le tribunal déclare nul et non avenu l'acte de renonciation à l'héritage attribué à l'accusée Anna-Élise Dergeva. Les mots résonnaient comme une cloche. Leur droit exclusif sur la propriété est reconnu. La restitution intégrale des biens illicitement appropriés est ordonnée. Le dossier est transmis au parquet pour enquête pénale pour escroquerie et faux. Anna ferma les yeux. Des larmes de soulagement, d'amère victoire lui brûlaient les paupières. La justice était arrivée. Mais à quel prix? La salle d'audience a explosé. Marina se releva furieuse, les yeux injectés de sang de haine. « Vous le regretterez » cria-t-il, la voix brisée. « Pourquoi ne l'as-tu pas laissé partir? L'argent est-il plus important que la famille ?» Anna n'a pas reculé. Il regardait sa sœur avec une tristesse infinie. « Il ne s'agit pas de la maison, Marina. C'est pour la vérité. Pour la mémoire de notre mère, que tu as piétinée par cupidité. » Sergueï, pâle comme un mort, restait immobile, la tête baissée. Dans ses yeux, un éclair de remords tardif inutile, trop tard. Dehors, l'air frais lui lavait l'âme. L'avocat lui serra la main. « Félicitations. Bientôt, les documents seront à votre nom. » Quelques jours plus tard, les clés de la maison lui semblaient lourdes dans la paume. Il hésita devant la porte, le cœur serré. Là, entre ces murs, résonnaient les rires de l'enfance, l'odeur du gâteau à la cannelle de sa mère, les câlins qui la réchauffaient pendant les hivers russes. Il inspira profondément et entra. L'appartement était vide, mais pas abandonné. Il toucha les meubles anciens, les rideaux décolorés, et sentit la chaleur des mains de sa mère s'imprimer dessus. Ce ne serait pas un musée de la douleur. Il a rénové chaque recoin, peint les murs de couleurs vives, rempli les espaces de lumière. Cette maison ne serait plus un tombeau de trahison, ce serait sa renaissance. Avec Sergueï, il n'y avait pas de pardon. Certaines blessures sont si profondes que même le temps ne les guérit pas. La confiance ne se construit pas avec des excuses, pensa-t-il en signant les papiers du divorce. Marina a essayé, oui. Il a appelé en pleurant, a demandé grâce, a juré de se repentir. Anna a raccroché. Elle n'oublierait pas le sourire cruel de sa sœur lorsqu'elle signait les faux papiers, ni les nuits où Sergueï mentait en la regardant dans les yeux. Certaines pauses sont permanentes. La nuit, assise dans le fauteuil qui avait appartenu à sa mère, elle s'enveloppait dans Shuba.
Le doux contact de la peau était un câlin, une promesse. Justice a été rendue, pensa-t-il en fermant les yeux. Mais la victoire n'efface pas la douleur, elle la rend simplement supportable. Maintenant, c'était à elle de choisir, laisser la haine la consumer ou utiliser cette cicatrice comme devise. La mémoire de la mère n'en sera pas ternie. Ma vie sera ma meilleure vengeance. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. Chaque étape demanderait du courage, penser les blessures de l'âme, réapprendre à faire confiance, reconstruire une vie à partir de zéro. Mais elle était prête. Elle savait qu'elle portait en elle une force indomptable, la même qui l'avait fait se relever lorsque tout s'effondrait. Et, pour la première fois, elle croyait que le bonheur n'était pas un privilège dont jouissaient les autres, mais un droit qu'elle conquérirait de ses propres mains. Pendant ce temps, la justice suivait son cours sans relâche. Marina et Sergueï, autrefois intouchables dans leur réseau de mensonges, ont vu leurs empires de papier s'effondrer. Des affaires pénales ont été ouvertes, escroquerie, faux, blanchiment d'argent. Le tribunal n'a fait preuve d'aucune pitié. Condamnés à des peines qui, bien que douces, les marqueraient à jamais, ils virent leur amour, s'il avait jamais existé, se dissoudre en récriminations et regrets tardifs. L'argent s'est évaporé. Réputation détruite. Il ne leur restait plus que le poids d'une culpabilité que même le temps ne pouvait apaiser. Anna, à son tour, retourna dans l'appartement qui était désormais le sien seul. Lorsqu'il ferma la porte, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Non pas la paix des naïfs, mais celle de ceux qui se sont battus et ont gagné. Il se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville vibrer dans la nuit. Il pensa à sa mère. Dans tes sourires, dans tes mains qui lui ont appris à ne pas baisser la tête. Elle savait sans l'ombre d'un doute que, où qu'elle soit, sa mère la regarderait avec fierté. Pas pour se venger, mais pour la femme qu'elle était devenue. Et, pour la première fois, la ville ne semblait pas hostile. Ce n'était que le début.